Salut, je m'appelle Cole Marwick. Le jour de la mort de ma mère, mon père ne m'a pas serré dans ses bras. Il m'a tendu un stylo et a dit « Signe ici ». Ma belle-mère se tenait derrière lui, riant, pendant qu'il me faisait signer le papier qui mettait fin à mon droit de même lui toucher la main une dernière fois. Des heures plus tard, à la lecture du testament, elle s'est penchée et a chuchoté « Je suppose que tu vas être à la rue maintenant ». Mais l'avocat s'est raclé la gorge et a dit « Il y a une dernière clause ». C'est à ce moment-là que son sourire a finalement disparu. Et c'est là que tout a commencé à s'effilocher. Le couloir devant la chambre d'hôpital de ma mère était trop silencieux. Le genre de silence qui pèse, comme s'il attendait que quelqu'un le brise. Les lumières vacillaient, bourdonnant faiblement au-dessus des chaises en métal alignées contre le mur. J'étais assis là, les mains jointes, fixant le carrelage comme s'il pouvait me dire quelque chose qui ait du sens. Le dernier souffle de ma mère avait sonné comme un pardon. Et je n'étais pas prêt à la laisser partir. Quand les moniteurs se sont tus, j'ai pensé que le monde aurait dû s'arrêter aussi. Mais ce ne fut pas le cas. Le distributeur automatique continuait de bourdonner. L'infirmière continuait de marcher. Et la vie, d'une manière ou d'une autre, continuait sans elle. Les portes battantes se sont ouvertes. Mon père, Gérald, est entré, ses chaussures claquant contre le carrelage, net et stable. Pas de câlin, pas de regard de réconfort, juste une main tendue, paume vers le haut. « As-tu ces papiers ?» Je l'ai regardé, clignant des yeux. « Quoi ?» Les formulaires d'assurance, le document de sortie. Ils ont dit que tu t'en occupais. Son ton était plat. Répétez. J'ai dégluti, essayant de rassembler mes pensées. Papa, elle vient juste. Elle est partie. Cole, a-t-il interrompu en ajustant sa cravate. Nous devons nous occuper de la suite. Derrière lui, Véronica se tenait dans sa robe noire élégante, un bras croisé sur sa poitrine, l'autre tenant son téléphone. Elle avait l'air presque amusée. J'ai jeté un coup d'œil en arrière vers la chambre où ma mère reposait. L'infirmière ajustait encore le drap, le rentrant proprement sous son menton. Je voulais une minute de plus. Juste une. Je peux, ai-je commencé. Non, a dit mon père. Le personnel a besoin de la chambre. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Le deuil n'allait pas nous rapprocher. Il allait juste me montrer qu'il n'avait jamais vraiment été là. L'infirmière s'est approchée avec un presse-papier. Je suis vraiment désolé, monsieur Marwick. Nous avons juste besoin de votre signature ici pour remettre son corps à l'entreprise de pompes funèbres. Le formulaire était fin, d'apparence inoffensive, mais il aurait tout aussi bien pu être un mur entre elle et moi. J'ai hésité, le stylo tremblant dans ma main. La voix de Gérald était vive à côté de moi. Signe, Cole. Ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Le parfum de Véronica s'est insinué alors qu'elle se penchait près de moi, sa voix douce, trop douce. C'est ce qu'elle aurait voulu. J'ai voulu lui dire qu'elle ne savait pas ce que ma mère aurait voulu. Elle n'avait pas passé les nuits à la regarder lutter pour respirer. Elle ne l'avait pas entendu murmurer des excuses pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. Mais les mots sont restés coincés quelque part entre ma gorge et ma poitrine. Alors j'ai signé. C'est ce papier qui a tué le câlin. Je n'ai même pas pu tenir la main de ma mère une dernière fois. Quand j'ai posé le stylo, l'infirmière a hoché la tête poliment et s'est éloignée. Véronica a pris une profonde inspiration, comme si une performance se terminait. Mon père a empoché le document, vérifiant déjà sa montre. Nous organiserons tout demain, a-t-il dit, la voix sèche. Je les ai regardés tous les deux, me demandant comment des gens pouvaient se tenir dans la même pièce que la mort et penser encore aux horaires. Alors que je me tournais pour partir, l'infirmière m'a de nouveau arrêté. Elle voulait que vous ayez ça. Dans sa main se trouvait une petite enveloppe bleue, les bords usés, mon nom écrit de l'écriture soignée de ma mère. Je l'ai fixé une longue seconde. Qu'est-ce qu'il y a dedans, a demandé Véronica. L'infirmière a souri faiblement. Elle a dit qu'il saurait quand l'ouvrir. Je l'ai glissé dans la poche de ma veste sans un autre mot. Quoi que ce soit, ça pouvait attendre. En ce moment, tout faisait trop mal pour avoir de l'importance. Nous avons descendu le couloir, le bruit de nos chaussures résonnant sur le carrelage. Quand nous avons atteint l'ascenseur, j'ai entendu Véronica chuchoter à mon père, sa voix basse et douce. « Tu n'as plus besoin de faire semblant. C'est fini. » Il n'a pas répondu.
Il a juste appuyé sur le bouton. Je ne me suis pas retourné pour les regarder. Mon reflet dans les portes en métal semblait pâle, plus vieux d'une certaine manière. J'aurais pu dire quelque chose, exiger ce qu'elle voulait dire, mais je ne l'ai pas fait. C'est étrange comme le silence peut sonner comme la fin de l'amour. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, je me suis dit que le pire était déjà passé. Ma mère était partie. Qu'est-ce qui pouvait faire plus mal que ça? Mais le deuil a une façon de vous mentir. Je pensais que le pire était de la perdre. Je ne savais pas que j'étais sur le point de perdre ma maison aussi. Je suis arrivé dans l'allée juste après 18 heures. Le ciel avait cette teinte grise et meurtrie que Houston arbore quand il menace de pleuvoir, mais ne le fait jamais tout à fait. Je n'avais même pas retiré les clés du contact quand je les ai vus. 2 hommes en uniforme bleu marine assortis transportant une commode dans un camion de déménagement. Sur le côté de la boîte, écrit en gros caractères noirs, il était indiqué « Chambre de Véronica ». Fragile. Au début, j'ai cru que j'avais perdu la notion du temps. Peut-être avais-je oublié quelque chose. Peut-être que cela n'avait aucun rapport. Mais ensuite je l'ai vue, Véronica, debout sur le porche comme si elle avait vécu là toute sa vie. Un café dans une main, un téléphone dans l'autre, portant ce peignoir qu'elle exhibait toujours les week-ends, comme si la maison lui avait toujours appartenu. « Tu es en avance ?» a-t-elle dit avec un sourire narquois. « Nous ne t'attendions pas. » Je suis sorti de la voiture, lentement et prudemment, comme si un faux mouvement pouvait briser le peu qui me tenait encore debout. « J'habite ici », ai-je répondu. « Où irais-je d'autre ?» Elle a haussé les sourcils comme si elle me plaignait. « Pas pour longtemps. » C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte et que Gérald est apparu. Mon père. Toujours en pantalon d'hôpital, maintenant avec un dossier en cuir sous le bras. Il n'a pas dit un mot au début, il a juste descendu les marches et m'a tendu le dossier comme si c'était une livraison de colis. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, même si j'avais déjà le pressentiment de savoir. « Ta mère a transféré la propriété il y a 4 ans, a-t-il dit, la voix sèche comme de la poussière. L'acte est maintenant au nom de Véronica. J'ai fixé les papiers, des pages de jargon juridique et une signature qui ressemblait à celle de ma mère. Datée à peine 6 mois après son diagnostic, 6 mois après qu'elle ait commencé à oublier les petites choses. Le pain grillé brûlé, les rendez-vous manqués, mon anniversaire. Elle ne savait même pas ce qu'elle signait, elle chuchotait. Gérald a haussé les épaules. Elle me faisait confiance, et tu devrais en faire autant. Véronica a laissé échapper un doux soupir théâtral. Tu peux prendre tes affaires. Ce qu'il en reste, en tout cas. Nous les avons mises en boîte pour toi. Je ne pouvais pas parler. J'avais la bouche sèche, comme si j'avais avalé du sable. Je suis entré lentement, espérant que c'était une sorte de mauvaise blague. Le couloir semblait inconnu. Toutes les photos de famille qui avaient tapissé les murs avaient disparu. L'endroit au-dessus de la cheminée où le portrait de ma mère était suspendu, vide, juste une légère trace dans la poussière, comme si quelqu'un l'avait effacé de nos vies. Je me suis retourné et je suis sorti par l'arrière. Peut-être avait-il stocké les boîtes près du garage. C'est là que je l'ai vu. Son portrait, appuyé contre la poubelle, le cadre fissuré, la vitre manquante. Des taches de pluie avaient déjà commencé à parsemer la toile. Elle a dit que ce mur avait besoin d'un nouveau départ, a crié Véronica depuis le porche, prenant une autre gorgée de son café. Je ne l'ai pas regardé, je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Je me suis penché, j'ai brossé la saleté du coin inférieur du tableau et je suis resté là, le tenant comme si c'était le dernier morceau d'elle que j'aurais jamais. Il y avait 100 choses que je voulais dire. 1000 que j'aurais pu crier. Mais je ne l'ai pas fait. Parfois, le silence est la seule langue que les trahis contrôlent encore. À l'intérieur, j'ai trouvé 2 petites boîtes marquées « Call d'hiver ». L'une contenait mes annuaires de lycée. L'autre contenait quelques chemises, une paire de chaussures de course et un sac de sport usé. C'était tout. 28 ans de vie, emballés et étiquetés comme des articles en solde. J'ai emballé ce que j'ai pu. La maison sentait encore faiblement ses bougies à la lavande, celles qu'elle allumait quand le temps devenait comme ça, maussade et froid, mais refusant de tempêter. J'ai jeté le sac de sport sur mon épaule et je me suis tourné pour partir. Ce faisant, quelque chose est tombé de la poche de ma veste sur le parquet. L'enveloppe bleue. Je l'ai fixée. Mon nom, son écriture, toujours scellée. Je me suis penché, je l'ai ramassé,
J'ai passé mon pouce sur le bord. Pas encore. Je l'ai remise dans ma veste et je suis sorti par la porte d'entrée sans dire au revoir. Au moment où j'ai quitté le Porsche, Véronica a crié derrière moi. Tu me remercieras un jour de t'avoir laissé partir. Je n'ai pas répondu. J'ai juste mémorisé le son de cette porte qui se fermait. Le son de cette porte qui se fermait m'a suivi tout le long de la rue. Je ne sais pas combien de temps j'ai conduit. Peut-être 1 heure, peut-être 2. Les routes se sont confondues jusqu'à ce que la lueur de Houston s'estompe derrière moi et que la nuit ne devienne que des phares et le faible bourdonnement des pneus sur le bitume. Au moment où j'ai vu l'enseigne au néon clignotante d'un motel en bord de route sur l'île 45, mon esprit était vide, comme si quelqu'un avait tout raclé et n'avait laissé que l'écho de la perte. L'enseigne bourdonnait de manière inégale. Vacant. La lettre C était grillée. Je me suis quand même garé. Le parking était presque vide, à l'exception d'un pick-up et d'une voiture qui semblait n'avoir pas bougé depuis des semaines. La femme à la réception n'a pas posé de questions. Elle a fait glisser une clé vers moi, ses yeux ne quittant jamais la petite télévision derrière elle. La chambre 6 sentait légèrement l'eau de Javel et les cigarettes. Le papier peint se décollait dans un coin et le climatiseur faisait un bruit comme s'il se raclait la gorge toutes les quelques minutes. J'ai laissé tomber mon sac de sport sur le lit et je me suis assis à côté. Pendant un moment, j'ai juste fixé le motif de la couette. De petites feuilles brunes se fondant dans un faux or. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet, s'allumant toutes les quelques secondes avec des messages que je ne voulais pas voir. Nous sommes vraiment désolés pour votre perte. Je pense à toi, cousin. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-nous. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Aucun d'eux n'était venu à l'hôpital. Ils ne lui avaient pas tenu la main. Il n'était pas resté dans cette chambre froide quand les machines se sont tues. Puis un autre message est arrivé. Le seul qui m'a serré la poitrine. C'était de lui. Il est temps de passer à autre chose, Cole. Ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. J'ai fixé les mots, les lisant encore et encore. Le ton de mon père se transmettait même par texto. Contrôlé, sans émotion, pratique, comme si le deuil était une décision commerciale. J'ai appuyé sur supprimer sans répondre. Le silence qui a suivi semblait plus lourd, le genre qui vous fait commencer à parler au mur juste pour prouver que vous avez encore une voix. Je me suis allongé sur le lit, les yeux traçant les fissures du plafond. J'ai pensé à la maison, au rire de Véronica alors que je partais, au portrait de ma mère appuyé contre la poubelle, fissuré et taché de pluie. Le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas un texto. C'était une notification de messagerie vocale. Le numéro a fait s'arrêter mon cœur. Il était indiqué, maman, messagerie vocale. Un nouveau message. Je me suis assis, fixant l'écran, confus. Ce numéro ne devrait même plus exister. J'avais vu son téléphone sur la table de chevet de l'hôpital, mort, oublié. J'ai hésité, le pouce planant au-dessus du bouton de lecture. Quand j'ai finalement appuyé, il y a eu un moment de parasite. Puis sa voix. Si tu entends ça, c'est que je suis parti. Je me suis figé. Tous les sons de la pièce ont disparu, sauf sa voix. Il y a quelque chose que je dois te dire. La vérité n'est pas dans le testament. C'est dans ce que je ne pouvais pas dire. Trouve Monsieur Lyle. Il sait. Le message s'est terminé par un faible clic. Pendant une seconde, je suis resté assis là, respirant à peine, attendant qu'il se rejoue tout seul. Puis j'ai appuyé sur le bouton encore et encore. À chaque fois, sa voix semblait à la fois plus proche et plus lointaine. Trouve Monsieur Lyle. Il sait. Monsieur Lyle. Le nom ressemblait à un murmure d'une autre vie. Je ne l'avais pas entendu depuis le jour de son premier séjour à l'hôpital. C'était notre avocat de famille. Un vieil homme aux mains douces et au genre de patience qui vous faisait penser qu'il avait déjà vécu 10 vies. Puis, des mois avant son décès, il a tout simplement disparu. Il a pris sa retraite subitement, ont-ils dit. Pas d'adresse de réexpédition, pas d'explication. Maintenant, elle me disait de le trouver. J'ai posé le téléphone et je me suis frotté le visage. La lumière au néon du motel filtrait à travers les rideaux, peignant tout d'un rose maladif. Le bourdonnement de l'enseigne à l'extérieur était maintenant régulier, comme un battement de cœur avec lequel je ne pouvais pas me synchroniser. J'ai réécouté la messagerie vocale une fois de plus, puis je l'ai sauvegardée.
Il semblait mal de la laisser dans l'éther numérique, comme si quelque chose de si précieux pouvait être effacé par accident. Tu savais que ça allait arriver, n'est-ce pas, maman, ai-je chuchoté. Sa voix, même enregistrée, avait le même calme qu'elle avait quand elle me disait « Ça va, Cole. On va s'en sortir. » Sauf que cette fois, elle n'était pas là pour s'en sortir avec moi. Ce message vocal n'était pas seulement un au revoir. C'était une carte, un avertissement. J'ai attrapé le carnet de mon sac, j'ai arraché une page et j'ai écrit le nom en grosses lettres majuscules. Monsieur Lyle. Puis je l'ai entouré jusqu'à ce que l'encre traverse le papier. Pour la première fois depuis sa mort, je ne me sentais pas complètement perdu. Le deuil était toujours là. Oui, épais et immobile. Mais en dessous, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de vif. Un but. J'ai regardé la veste accrochée à la chaise. L'enveloppe bleue dépassait de la poche, le coin légèrement plié. Pas encore. Je me suis approché, je l'ai touchée doucement comme si elle pouvait me brûler. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, ça avait attendu si longtemps. Ça pouvait attendre un peu plus. Je me suis assis sur le lit, le téléphone dans une main, le papier avec Monsieur Lyle dans l'autre. Le climatiseur a de nouveau toussé, crachotant jusqu'au silence. Les derniers mots de ma mère résonnaient dans ma tête. Pardonne à ton père si tu le peux. Le pardon. Le mot semblait étranger dans ma bouche. Le pardon est facile quand on ne connaît pas la vérité, quand on ne voit pas à quel point le couteau est allé profond. Je me suis adossé, j'ai fermé les yeux et j'ai écouté sa messagerie vocale une dernière fois avant d'éteindre le téléphone. Le son de sa voix a rempli la pièce, doux mais stable. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air certaine. Cette certitude a commencé à se construire en moi, silencieuse, mais inflexible. J'avais peut-être perdu ma maison. Peut-être avait-il pris tout ce qui me liait à elle, mais il n'avait pas pris ça. Ses mots, sa vérité. J'ai chuchoté dans le noir, je le trouverai, maman. Je découvrirai ce que tu ne pouvais pas dire. La lumière au néon à l'extérieur a vacillé une fois, puis s'est stabilisée. Sa voix s'est terminée par un clic. Mais ce n'était pas le son d'un au revoir. C'était le son d'une porte qui se déverrouille. Mais pas la porte du motel derrière moi. C'était quelque chose en moi, un verrou silencieux qui m'avait maintenu en place depuis les funérailles et qui a finalement cédé. Le lendemain matin, après 2 tasses de café de motel et 5 minutes à regarder le parking, j'ai rendu la clé et j'ai roulé vers le sud. Galveston n'était pas loin, juste 1 heure environ sur l'île 45. Mais l'air semblait plus lourd à mesure que je me rapprochais. Comme si l'océan savait ce que j'étais sur le point de déterrer et me prévenait à chaque kilomètre. Le cabinet d'avocat était niché entre un prêteur sur gage avec achat d'or, peint à la bombe sur les fenêtres et un restaurant fermé avec une vieille enseigne Pepsi qui se balançait au vent. Lial et associés, conseil juridique, lisait la plaque signalétique rouillée, tenant à peine par une vis. La porte d'entrée a grincé quand je l'ai poussée. À l'intérieur, l'air était épais de moisissure et de quelque chose de pluvieux. La poussière recouvrait le bureau d'accueil. Il n'y avait pas de voix, pas de téléphone qui sonne, juste le faible bruit des stores qui claquent contre les fenêtres fissurées. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être une réceptionniste. Peut-être un homme en costume gris qui attendait comme s'il savait que je viendrais. Au lieu de cela, une femme est apparue de l'arrière-salle avec une boîte en carton dans les bras. La quarantaine avançait, les yeux fatigués, de la peinture sur son jean. « Vous êtes perdu ?» a-t-elle demandé. « Je cherche Monsieur Lyle », ai-je dit, en essayant d'avoir l'air désinvolte, comme si je n'étais pas sur le point de vomir. Elle a posé la boîte lentement. Il est parti il y a des mois. Il n'a pas dit grand-chose, juste qu'il en avait fini avec le droit. Il a dit qu'une affaire était devenue trop personnelle. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a ajouté, il avait l'air effrayé. Ce mot est resté. Effrayé. Elle a fait le tour du bureau et a ouvert un tiroir, fouillant jusqu'à ce qu'elle en sorte une enveloppe blanche ordinaire. Il m'a dit que si quelqu'un du nom de Cole venait, je devais lui donner ça. Mon nom était griffonné sur le devant d'une écriture tremblante. Je l'ai remercié, je suis sorti et je me suis assis sur le trottoir, l'enveloppe à la main. Le vent tirait sur mes manches et je pouvais entendre les vagues se briser quelque part au loin. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une photocopie d'un document juridique, un projet de testament signé par ma mère. J'ai reconnu sa signature avant de voir la date, 6 mois après son diagnostic,
des mois après la version que Gérald avait déposée. Mes yeux ont parcouru les pages jusqu'à ce qu'une seule ligne m'arrête net. En cas de mon décès, mon fils Cole Marwick conservera la propriété du domaine Marwick. C'était là, la preuve. Elle voulait que je garde la maison, le jardin qu'elle avait planté, les murs qu'elle avait peints, le seul endroit où je m'étais jamais senti en sécurité. Derrière les pages se trouvait un post-it, délavé mais lisible. Gérald a remplacé l'original avant de le déposer. J'ai essayé de l'arrêter. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas seulement un vol émotionnel. C'était une fraude légale. Les dernières volontés de ma mère écrasées, sa confiance bafouée. J'ai à peine entendu la femme revenir dehors. Je ne devrais probablement pas vous dire ça, a-t-elle dit, les bras croisés. Mais la nuit avant que Monsieur Lyle ne parte, j'ai vu un homme et une femme ici tard. Ils se sont disputés avec lui. Il avait l'air acculé. Les avez-vous reconnus? Elle a hésité. Seulement à cause des nouvelles des funérailles de votre mère. C'était votre père et sa femme, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle a hoché la tête, les lèvres pincées. Ils sont sortis par la porte latérale. Il n'est jamais revenu après ça. Je suis resté assis en silence, le document lourd dans mes mains. La police avait appelé ça une retraite. Comme ça, un homme disparaît et c'est classé comme de la paperasse. Propre, sans question. Peut-être que la vérité n'est pas morte avec elle, ai-je dit à voix haute, plus à moi-même qu'à elle. Peut-être qu'elle a été enterrée vivante. Elle est retournée à l'intérieur et je suis resté là, sur le trottoir, laissant le poids de tout cela s'installer. J'aurais pu m'effondrer là, mais je ne l'ai pas fait. J'ai serré l'enveloppe plus fort. Une partie de moi, celle qui voulait encore croire aux règles et à la raison, a chuchoté, laisse tomber. Mais une autre partie avait déjà tracé une ligne dans le sable. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau. L'enveloppe bleue est apparue, ses coins usés par des jours à être tenus et jamais ouvertes. Je l'ai soulevée vers la lumière. Juste sous le rabat, j'ai vu de faibles courbes. L'écriture de ma mère. Pas seulement mon nom, une phrase. Elle voulait que je trouve ça, ai-je dit doucement. Elle voulait que je voie ce qu'ils ont fait. Pour la première fois, je n'avais pas peur de continuer. Alors que je me levais et que je retournais vers ma voiture, j'ai plié le projet de testament et je l'ai glissé dans la boîte à gants. La porte s'est fermée avec un léger clic. C'est alors que j'ai remarqué la voiture de l'autre côté de la rue, noire, vitres teintées, moteur ronronnant. Elle n'est pas partie. Pas avant que je ne le fasse. Au moment où j'ai atteint la périphérie de Houston, la lumière de l'après-midi était devenue vive et dorée, traversant le pare-brise comme une lame. J'avais répété le trajet dans ma tête une douzaine de fois, chaque mot, chaque souffle, chaque issue possible. Mais rien de tout cela ne semblait réel jusqu'à ce que je tourne dans la longue allée de la nouvelle maison de mon père, ou plutôt de son manoir. Les portes en fer se sont ouvertes lentement après que j'ai appuyé sur l'interphone. Aucune voix n'a demandé qui c'était. Juste un bourdonnement mécanique, un accueil silencieux pour quelqu'un qu'il n'attendait pas. La maison semblait avoir été construite pour impressionner des gens qui n'avaient pas d'importance. De larges marches en marbre, de hautes portes vitrées, des murs qui résonnaient probablement parce qu'il n'y avait pas assez d'amour pour les remplir. Véronica a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Ses cheveux étaient parfaits, son parfum assez épais pour étouffer. Elle a souri de ce genre de sourire qui appartient à une brochure immobilière, pas à la vraie vie. Eh bien, a-t-elle dit en s'appuyant contre le cadre de la porte. Nous parlions justement de toi. Je suis entré sans attendre d'invitation. Alors, ça devrait vous faire gagner du temps. L'endroit était impeccable, froid, aucune trace de ma mère nulle part. Pas de photos, pas de souvenirs, pas même son vase préféré qui se trouvait autrefois sur le manteau de la cheminée. Le silence était du genre cher, conçu, intentionnel, suffocant. Gérald était assis dans un fauteuil en cuir près de la fenêtre, faisant tourner du whisky dans un verre comme si cela faisait partie de sa main. « Tu as l'air fatigué », a-t-il dit. « Long trajet ?»« Pas assez long », ai-je dit, posant l'enveloppe sur la table en verre entre nous. La copie du projet de testament à l'intérieur semblait plus lourde qu'elle ne le devrait. Il ne l'a pas prise, il m'a juste regardé, calme comme un homme sans conscience pour le déranger. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. « Dis-le-moi », ai-je dit. « Tu as falsifié sa signature, n'est-ce pas ?» Ses yeux n'ont pas bronché.
Tu as toujours eu l'imagination de ta mère. Véronica a ri doucement. Ou peut-être, a-t-elle dit en faisant le tour de ma chaise, tu ne peux tout simplement pas accepter qu'elle ne t'aimait pas assez pour te laisser quoi que ce soit. Je me suis tourné pour la regarder. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Parfois, le silence dit tout. Pendant un moment, personne n'a bougé. L'horloge sur le mur faisait un bruit trop fort. Mon rythme cardiaque correspondait au sien. Puis quelque chose en moi s'est fissuré. Pas de la colère exactement, quelque chose de plus vieux que ça. J'ai eu des flashs. Ma mère pleurant doucement à la table de la cuisine. La voix de mon père, basse mais vive. Le mot « gaspillage » jeté comme une malédiction. Il ne criait jamais là où les gens pouvaient entendre. Seulement à la maison. Seulement quand il pouvait gagner. Vous lui avez fait ça avant qu'elle ne meure, ai-je dit doucement. Vous l'avez brisé jusqu'à ce qu'elle signe tout ce que vous lui mettiez sous le nez. Gérald a expiré par le nez comme s'il était déçu de ma performance. Tu n'as aucune preuve, a-t-il dit. Et tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Je me suis penché en avant. J'en ai assez. Et tu sais ce que j'ai d'autre? Une copie qu'elle a signée plus tard. La vraie. Ça a attiré son attention. Le verre dans sa main s'est immobilisé. Il a regardé Véronica et pour la première fois, quelque chose comme de la peur a vacillé derrière ses yeux. Le ton de Véronica est devenu vif. Tu bluffes. J'ai fouillé dans ma veste, j'ai sorti la photocopie et je l'ai fait glisser vers lui. Lila. Ou peut-être que tu sais déjà ce qu'elle dit. Il ne l'a pas fait. Il n'en avait pas besoin. La couleur de son visage a trahi. Après un long silence, il s'est levé. Écoute-moi bien, a-t-il dit, la voix basse et stable. Le genre de ton qu'il utilisait quand j'étais enfant et qu'il voulait que je me sente petit. Si tu insistes, je m'assurerai que personne ne te croit. J'ai des déclarations signées de médecins, de Véronica, de la famille. Tu es instable, Cole. Tu l'as toujours été. Ma poitrine s'est serrée, mais pas de peur, de reconnaissance. C'est ainsi qu'il gagnait chaque combat, non pas par la force, mais en réécrivant la réalité. Véronica a eu un sourire narquois. Tu crois vraiment que quelqu'un prendrait ta parole contre la nôtre? Je les ai regardés tous les deux, deux personnes qui avaient tout pris et qui pensaient encore pouvoir s'en tirer sans rien. Tu as raison, ai-je finalement dit. Personne ne me croirait. Pas encore. Véronica a de nouveau ri, mais ça semblait nerveux cette fois. J'ai ramassé le papier et je l'ai remis dans ma veste. Tu sais, ai-je dit, maman me disait quelque chose. Elle disait, la vérité est la seule maison dont tu auras jamais besoin. Tu peux tout perdre d'autre, mais pas ça. Je me suis tourné vers la porte. La voix de Gérald m'a suivi, lourde de menaces. Laisse tomber, Cole. Ne rends pas les choses pires. Je n'ai pas arrêté de marcher. Tu l'as déjà fait. Dehors, la lumière du soleil semblait plus froide. Je suis resté longtemps sur le porche, fixant l'horizon. Ma main a effleuré l'intérieur de la poche de ma veste, sentant le contour de l'enveloppe bleue. Pendant des semaines, cela avait semblé être du deuil. Maintenant, cela semblait être une direction. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je me suis chuchoté à moi-même, il m'a dit que personne ne me croirait. Il avait raison. Jusqu'à ce que je décide de leur faire voir. Je me suis garé sur le bas-côté de l'autoroute et je suis resté assis là 1 minute, le moteur tournant toujours. Il y avait une pression dans ma poitrine. Pas de la panique, pas de la peur exactement, mais quelque chose de plus froid, une certitude. Quelle que soit la ligne qui avait été tracée auparavant, je l'avais déjà franchie. Le soleil commençait à descendre vers les arbres, baignant le monde de cette lueur orange pâle qui ne dure jamais longtemps. J'ai ouvert ma boîte à gants et j'ai sorti le bout de papier que j'avais écrit à la hâte la nuit précédente. Henri Wexler, notaire public, défilait au-dessus d'une adresse que j'avais trouvée enfouie dans les vieux fichiers de contact de Lial. Sugarland était à environ 40 minutes au sud-ouest. Un endroit calme, une ville de retraités de nos jours. Je savais que le trajet ne serait pas long, mais ce qui m'attendait à la fin pourrait tout changer. Le bureau se trouvait dans une vieille maison reconvertie avec des boiseries blanches écaillées et un panneau, fermé, délavé incliné à moitié dans la fenêtre. Mais la porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, l'air sentait le temps, la poussière, le papier et une légère odeur d'huile de citron.
Des piles de dossiers Mani tapissaient les murs, marqués de décennies de transactions et de noms que je ne connaîtrais jamais. Henry Wexler était plus âgé que ce à quoi je m'attendais. Des cheveux blancs fins peignés proprement en arrière, des lunettes perchées bas sur son nez. Il a levé les yeux d'un registre quand je suis entré. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé, la voix rauque mais ferme. « Je suis ici au sujet du testament d'Hélène Marwick, ai-je dit en m'approchant. Vous avez notarié les deux versions. » Ses yeux se sont plissés au nom. Il a posé son stylo lentement. « C'était une femme bien, » a-t-il dit prudemment. « Mais je n'ai notarié qu'un seul document pour elle. C'était il y a des années. J'ai sorti la photocopie de la poche de mon manteau, je l'ai dépliée et je l'ai posée doucement sur son bureau. Alors peut-être que vous pouvez me dire pourquoi votre sceau est sur celui-ci. » Wexler s'est penché, et pendant un long moment, tout ce que j'ai entendu, c'est le tic-tac de l'horloge sur le mur. Il a touché le papier comme s'il pouvait le brûler. « C'est mon tampon, » a-t-il dit à voix basse. « Mais je n'ai pas notarié ça. Ce n'est pas mon écriture. » Sa main a légèrement tremblé alors qu'il ajustait ses lunettes. « Et ce n'est pas ma signature. Je n'ai pas bougé. Lui non plus. » Il a levé les yeux. Quand Gérald a apporté le deuxième lot de papier, je lui ai dit non. J'ai dit que je ne tamponnerais rien sans la présence d'Hélène. Il a dit qu'elle était trop malade pour venir. Il voulait juste nettoyer quelques mots. J'ai quand même dit non. Mais ce document a quand même été déposé, ai-je dit. Il a hoché la tête lentement. J'ai supposé qu'il était allé voir un autre notaire. Mais si c'est mon tampon et pas ma signature, il s'est interrompu. C'est un crime fédéral, monsieur Wexler, ai-je dit. Je sais ce que c'est, a-t-il répondu, la voix tendue. Mais vous devez comprendre, votre père a des amis, de vrais amis, des juges, des banquiers. Si je parle. Il a déjà enterré le nom de ma mère, ai-je coupé, calme mais ferme. Je ne vous demande pas de prendre une balle. Je vous demande de dire la vérité. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il s'est adossé, a expiré fort et a dit, laissez la copie avec moi. Je veux la comparer à mes anciens registres. Revenez demain. J'ai hoché la tête, bien que je n'ai aucune idée s'il serait toujours là demain ou s'il changerait d'avis une fois que Gérald l'apprendrait. En sortant sur le trottoir, le vent s'était levé. L'air sentait la tempête imminente. C'est là que je l'ai revu. Le SUV noir garé de l'autre côté de la rue, incliné juste assez pour voir la porte par laquelle j'étais sorti. Vitres teintées, moteur éteint, mais je pouvais sentir des yeux sur moi. Mon téléphone a vibré dans ma main. Pas d'identification de l'appelant. Juste un seul message. Arrête de poser des questions. J'ai fixé l'écran quelques secondes, puis j'ai pris une capture d'écran. Après cela, j'ai ouvert mon appareil photo et j'ai commencé à enregistrer. Mon visage, la voiture, le panneau de rue, l'heure. Je ne me laisserai pas manipuler en silence. Pas encore. Au moment où je suis retourné au motel, le ciel s'était assombri en un bleu profond. Je n'ai pas allumé les lumières, je me suis juste assis sur le bord du lit, le dos contre le mur, regardant l'enseigne clignotante du motel à travers les rideaux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la galerie. De vieilles photos de maman souriant, jardinant, debout à côté de moi à la remise des diplômes du lycée avec sa main sur mon dos. Puis une que j'avais presque oubliée, elle, Monsieur Lial et Henry Wexler à un événement caritatif il y a des années. Hélène était au centre, riant comme si elle venait de raconter un secret. Elle a fait confiance aux mauvaises personnes. Mais peut-être qu'elle m'avait mieux appris. Ma main s'est déplacée vers l'enveloppe bleue posée sur la table de chevet. Le papier semblait usé maintenant, les bords doux à force d'avoir été manipulés tant de fois. Je l'ai prise, je l'ai retournée, je l'ai tenue à la lumière. À l'intérieur, je pouvais juste distinguer une écriture. La sienne. Pas imprimée, personnelle, destinée à moi. Mon pouce a parcouru le rabat. Pas encore, ai-je chuchoté. Presque. Le téléphone enregistrait toujours, et il continuerait à enregistrer. À partir de maintenant, chaque pas que je ferais serait documenté, car ce n'était plus seulement mon combat. Je pensais que je chassais des fantômes jusqu'à ce que les fantômes commencent à me chasser. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé sur le lit du motel, les yeux ouverts, écoutant le climatiseur cliqueter et bourdonner comme s'il avait du mal à supporter le poids de l'air. Au matin, le malaise ne m'avait pas quitté.
Il s'était transformé en quelque chose de plus vif. Concentré. J'ai fait mon sac et j'ai rendu la clé avant que le soleil ne soit complètement levé. Les routes étaient glissantes à cause de la pluie de la nuit dernière, mais le ciel était redevenu pâle, comme s'il prétendait que rien ne s'était passé. Il y avait 2 heures de route vers l'est jusqu'à Beaumont. La maison de Clara se trouvait juste après un bosquet de chênes, niché dans un coin tranquille de la ville qui n'avait pas beaucoup changé en 30 ans. Je m'en suis souvenu instantanément. La balançoire jaune du porche. Les carillons qui tintaient même quand l'air était immobile. En sortant de la voiture, l'odeur de terre humide et de magnolia s'accrochait à tout. Elle a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Il était temps, a-t-elle dit, la voix douce mais fissurée par le temps. Ses yeux se sont remplis de larmes au moment où elle m'a vu. Tu ressembles à ta mère quand elle était en colère. Épaules tendues et pas de sommeil. Je me suis avancé et avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle m'a serré dans ses bras. C'était la première fois depuis des jours que je ne me sentais pas comme si on me chassait. Entre, mon chéri, a-t-elle chuchoté. Elle m'a dit que tu viendrais. La maison sentait la camomille et les vieux livres. Les murs étaient tapissés de photos encadrées. Quelques-unes de moi enfant, la plupart de maman. Clara ne s'était jamais mariée, n'avait jamais eu d'enfant. Elle était plus qu'une amie pour ma mère. Elle était la personne qui était restée derrière et se souvenait. Autour d'un thé, nous nous sommes assis dans le salon. La lumière de la fenêtre striée de pluie donnait à l'endroit l'air d'un souvenir. Elle tenait sa tasse à 2 mains comme si cela la maintenait stable. Elle savait que Gérald viendrait pour tout, a dit doucement Clara. Elle ne faisait pas confiance aux tribunaux, ne faisait pas confiance à la loi. Alors, nous avons fait un plan. Je me suis penché. Quel plan? Ta mère a transféré une partie de la succession dans une fiducie privée, a-t-elle dit. Une fiducie à laquelle toi seul pouvais accéder, mais seulement si tu pouvais prouver que le testament original avait été falsifié. Elle a fouillé dans un tiroir et m'a tendu une photographie. Dessus, maman était assise à cette même table, signant un document. Ses yeux étaient concentrés, les lèvres pincées de détermination. En arrière-plan, Clara se tenait, la regardant, une main sur son épaule. Elle a tout arrangé pour que, lorsque tu découvrirais la vérité, tu aies un moyen de te défendre, a dit Clara. Elle ne voulait pas qu'il gagne. Pas cette fois. J'ai eu la gorge serrée. Pendant tous ces mois, j'avais cru qu'elle m'avait laissé derrière, mais ce n'était pas le cas. Elle se battait pour moi-même après son dernier souffle. J'ai regardé l'enveloppe bleue toujours dans la poche de mon manteau. Son poids avait changé. Ce n'était plus seulement du deuil. C'était de la stratégie. Elle a laissé des instructions dans cette enveloppe, a dit Clara en hochant la tête. Nous n'avons jamais parlé de ce qu'elles étaient, seulement que le moment venu, tu saurais. Ma main a effleuré le bord de la table, me raccrochant à la réalité. Je ne suis pas sûr de ce qui m'effraie le plus, l'ouvrir ou ce qui se passera après. Clara s'est adossée, son visage s'adoucissant. Hélène connaissait le prix de la vérité, mais elle l'a payé quand même. La question est, le paieras-tu? Avant que je puisse répondre, Clara s'est levée et est allée dans le couloir. Elle est revenue en tenant une petite boîte à couture en étain, le genre que l'on trouverait dans le placard de sa grand-mère. Je ne l'ai jamais ouverte, a-t-elle dit en la posant devant moi. Lial me l'a donnée la nuit avant de disparaître. Il m'a dit de te la donner quand tu viendrais la chercher. Mon cœur a cogné contre mes côtes. J'ai ouvert la boîte lentement. À l'intérieur, sous des bobines de fil et des aiguilles délavées, se trouvait une clé USB, non marquée, d'apparence innocente. Je l'ai branchée sur mon ordinateur portable. Ce qui s'est chargé ensuite m'a coupé le souffle. Des dizaines de documents numérisés, des registres financiers, des emails, des photographies. L'une montrait Gérald tendant une enveloppe manie à un greffier de comté devant un terrain de golf. Une autre détaillait des virements bancaires vers un compte privé aux îles Caïmans quelques jours avant que le testament révisé d'Hélène ne soit déposé. Il y avait des incohérences de notarisation, des initiales falsifiées, des horodatages modifiés, tout. Chaque fil de tromperie tissé dans l'empire de mon père. Et puis un fichier vidéo. J'ai cliqué sur Play. C'était un enregistrement. Lial, parlant directement à la caméra, daté d'une semaine avant sa disparition. Si vous regardez ceci, a-t-il dit, alors j'ai échoué à préserver les dernières volontés d'Hélène. Gérald m'a forcé la main. Mais la vérité est ici.
Tout ce dont vous avez besoin pour défaire ce qu'il a fait est sur cette clé. Soyez juste prudent. Il ne perd pas discrètement. Clara avait les larmes aux yeux. Je ne savais pas ce qu'il y avait dessus. Je ne voulais pas savoir. J'ai fixé l'écran, le curseur clignotant comme s'il attendait que j'agisse. Tout ce temps, ai-je chuchoté. Je pensais qu'elle ne m'avait rien laissé. Mais si, a dit doucement Clara. Elle t'a laissé la justice, la seule chose qu'il ne peut pas acheter. Je me suis assis, la pluie tapotant toujours doucement sur le toit. Tout ce dont j'avais besoin était là. La vérité, le mobile, la preuve. Et maintenant, j'avais un choix à faire. Tout exposer et Gérald irait en prison. Le nom de la famille, l'entreprise. Tout s'effondrerait sous le poids du scandale. Tous ceux qui l'avaient soutenu tomberaient avec lui. Votre mère a dit que la vérité vous coûterait tout, a dit doucement Clara. Êtes-vous prêt à payer ce prix? J'ai fermé l'ordinateur portable. Ça lui a déjà coûté, ai-je dit. Je ne laisserai personne d'autre en payer le prix. Alors que la soirée s'approfondissait, je suis resté assis tranquillement, la clé USB dans ma poche et l'enveloppe toujours scellée dans mon manteau. Clara a allumé une lampe, la douce lueur baignant la pièce. Les fantômes ne me poursuivaient plus. Ils me montraient le chemin. Les fichiers sur cette clé pouvaient tout réduire en cendres ou enfin lui apporter la paix. Quoi qu'il en soit, demain j'arrêtais de fuir. J'ai quitté Beaumont avant l'aube. Les essuie-glaces du pare-brise peinant à suivre les rideaux de pluie. Le tonnerre grondait au loin, et quelque chose dans le ciel semblait juste, comme si même les cieux en avaient assez des mensonges. Au moment où je suis arrivé dans la longue allée de gravier du domaine Marwick, la nuit était tombée brutalement. La foudre a éclaté au-dessus des collines, rendant la façade en pierre du manoir d'un blanc fantomatique pendant une fraction de seconde. Je n'ai pas pris la peine de sonner. J'ai poussé la porte d'entrée avec mon épaule, trempée jusqu'aux os, serrant un dossier manie dans une main et l'enveloppe bleue dans l'autre. À l'intérieur, des rires. Gérald était au milieu d'une phrase, divertissant une poignée d'hommes en costume sur mesure et une femme en perles qui riait comme si c'était payé à la note. Les verres à vin tintaient, la cheminée crépitait, et pendant un moment, je me suis demandé s'ils avaient même remarqué la tempête dehors. Mais quand je suis entré dans la pièce, trempé et les yeux fixés sur mon père, le silence est tombé comme un rideau. Son sourire n'a pas vacillé. Tu ne sais vraiment pas quand t'abandonner, n'est-ce pas, a-t-il dit en faisant tourner son whisky. Véronica, assise à sa gauche, s'est figée avec un verre à moitié levé, et ce sourire narquois qu'elle portait toujours quand elle pensait avoir déjà gagné. Je me suis avancé lentement. De l'eau de pluie s'écoulait derrière chaque pas. J'ai laissé tomber l'enveloppe sur la table basse, puis le dossier. Plus de jeu, ai-je dit. Finissons-en. Gérald n'a même pas baissé les yeux. Tu penses que faire irruption comme ça va changer quelque chose? Tu fais juste une scène. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule lettre. L'écriture de ma mère. Élégante. Sûre. En dessous, une deuxième clé USB, identique à celle de la maison de Clara. Je me suis tourné vers leurs invités. Vous voudrez voir ça. J'ai pris la télécommande de la télévision du plateau et j'ai branché la clé sur le panneau intelligent. L'écran a vacillé. Un fichier vidéo s'est chargé. Lecture. Et elle était là. Hélène Marwick, ma mère, assise à une longue table dans un modeste bureau, flanquée de Monsieur Lyle et d'Henri Wexler. La date dans le coin horodatée 6 jours après la version que Gérald avait déposée. Sa voix est sortie des haut-parleurs. Calme, délibérée. Ceci est mon dernier testament, a-t-elle dit. Je suis saine d'esprit et sous aucune contrainte. On aurait pu entendre une mouche voler. Je me suis tourné lentement pour leur faire face. La contrefaçon est une chose amusante, papa. Elle laisse toujours des empreintes digitales. Gérald s'est levé d'un bond. Cette vidéo est un faux. Il s'est jeté vers l'écran, mais Véronica a attrapé sa manche. Gérald, non, a-t-elle dit à voix basse, tremblante. Je n'ai pas bronché. Les sceaux du notaire correspondent au registre de Wexler, Elial l'a sauvegardé avant de disparaître. Il m'a pointé du doigt. Tu penses que ça fait de toi un héros? Tu viens de détruire ta propre famille. Non, ai-je dit en m'avançant vers lui. C'est toi qui l'as fait le jour où tu as fait d'un mensonge ton héritage. La voix de Véronica s'est brisée. Ce n'était pas seulement lui.
La pièce s'est tournée vers elle. J'ai aidé, a-t-elle balbutié, les yeux passants des invités. Il m'a dit qu'il s'agissait juste de nettoyer la paperasse. Je ne savais pas que ça irait si loin. Gérald s'est retourné contre elle comme un serpent enroulé. Imbécile. Mais il était trop tard. Les investisseurs, leurs amis, ont commencé à reculer. L'un a chuchoté dans son téléphone. Un autre a glissé sa carte de visite de la table basse et l'a rentrée dans son manteau comme s'il ne voulait pas la laisser derrière. L'effondrement avait commencé. J'ai fouillé dans le dossier et j'ai étalé des copies de virements bancaires, des divergences juridiques, des emails horodatés. J'ai déjà envoyé des copies au bureau du procureur de l'État et à 2 journalistes. D'ici demain, ce ne sera plus une affaire de famille. Ce sera un dossier public. Gérald est resté là, la mâchoire serrée, son empire se dénouant plus vite qu'il ne pouvait réagir. La tempête à l'extérieur frappait contre les fenêtres. Les yeux de Véronica se sont remplis de larmes. Pas de remords, mais de peur. Le genre de peur que les gens ont lorsque leur sécurité s'évapore en temps réel. J'ai sorti la dernière carte, la lettre, et je l'ai posée sur la table. Elle voulait que je vive dans la vérité, même si ça faisait mal. J'ai lu à voix haute, « La maison n'est pas un lieu, mon fils. C'est la vérité avec laquelle tu choisis de vivre. » Et sur ce, je me suis retourné et je me suis dirigé vers la porte. Les sirènes approchaient déjà, de plus en plus fortes par-dessus le tonnerre. Derrière moi, Gérald s'est affalé dans son fauteuil comme si on lui avait coupé le souffle. Il n'a pas crié. Il n'a pas discuté. Il a juste regardé fixement alors que tout autour de lui commençait à se fissurer. Elle a gagné, n'est-ce pas? A-t-il marmonné. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Non, elle a juste dit la vérité. Quand les sirènes se sont arrêtées, je ne me suis pas senti victorieux, juste libre. Et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. La tempête est passée quelque temps après minuit. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais ce n'était pas de l'agitation cette fois. C'était de la clarté. Quand la lumière du matin a filtré à travers les stores du motel, chaude et immobile, j'ai enfin eu l'impression que la poussière était retombée. Non seulement dans les dossiers judiciaires ou les secrets de famille, mais en moi. À 9 heures, j'étais assis dans le même bureau d'avocat où l'on m'avait dit un jour que je n'avais plus rien. C'est drôle comme le temps réécrit les choses. Madame est, une femme calme et efficace dans la cinquantaine, m'a fait un petit signe de tête alors que j'entrais. Clara était assise à côté de moi, les mains jointes proprement sur son sac à main. Elle avait l'air fatiguée mais paisible. J'apprécie que vous soyez venues toutes les deux, a commencé madame et en faisant glisser une enveloppe scellée sur le bureau. Ceci est le testament officiellement authentifié d'Hélène Marwick. Vérifié par la chaîne de possession, les registres notariés et maintenant la confirmation publique. Mes doigts ont plané au-dessus du sceau. J'ai regardé Clara, qui a hoché la tête. Je l'ai ouvert. Elle a lu à voix haute, calme et stable. À mon mari, Gérald, je laisse mon silence. À mon fils, Cole, je laisse la vérité et tout ce qui porte mon nom. Pas de fanfare, pas de méchanceté, juste la vérité. Madame et a continué. Le domaine, la fondation, toutes les propriétés, chaque actif au nom d'Hélène. Maintenant à moi. Je me suis adossé, le souffle court. Mais elle n'avait pas fini. Il y a encore une chose, a-t-elle dit en attrapant une petite télécommande noire. Un écran s'est allumé derrière elle. Et elle était là, ma mère. Elle était assise dans le jardin, les cheveux tirés en arrière, un foulard autour du cou que je n'avais pas vu depuis mon adolescence. Cole, a-t-elle commencé doucement. Si tu entends ça, c'est que les mensonges ont gagné pendant un certain temps. Mais je savais que tu trouverais ton chemin. Tu l'as toujours fait. Elle a souri. Pas un sourire dramatique, juste son sourire, le genre qui me calmait après m'être écorché les genoux ou avoir perdu un match de baseball. Je ne voulais pas que tu te battes pour de l'argent. Je voulais que tu te battes pour la vérité. Laisse ce que j'ai construit devenir un refuge pour les autres, pas un monument à l'orgueil. L'écran s'est éteint. Clara s'est penchée et a placé quelque chose dans ma paume. La même photographie qu'elle m'avait montrée chez elle. Ma mère signant le vrai testament. Lial à ses côtés. Wexler regardant attentivement. Ils avaient tous l'air si certains. Je pense qu'elle savait, a dit doucement Clara.
À quel point il serait difficile pour toi de croire qu'elle avait pensé si loin. Mais elle l'a fait. J'ai dégluti difficilement. Pendant des années, je me suis dit que j'étais oublié, qu'elle m'avait abandonné avec son silence. Mais assis ici, entouré de preuves, je l'ai vu clairement. Son silence n'était pas de la négligence. C'était de la stratégie. Elle m'a donné de l'espace pour que je puisse devenir le genre d'homme qui mériterait la vérité. J'ai regardé Madame A. J'aimerais convertir la succession, ai-je dit lentement, en une fondation caritative pour les parents célibataires, les victimes de violences domestiques, en son nom. Elle a cligné des yeux. C'est un changement important. Je sais, ai-je répondu. Mais c'est ce qu'elle a demandé. Pas en termes juridiques, en esprit. Elle a hoché la tête. Alors, commençons. La nouvelle de l'inculpation de Gérald a éclaté cet après-midi-là. Fraude, falsification, obstruction. La presse n'a pas retenu ses coups. Son visage sur tous les médias locaux. Non pas comme le géant des affaires, mais comme l'homme qui a fraudé les dernières volontés de sa propre femme. Véronica? Partie. A quitté le pays. La dernière fois que quelqu'un a entendu parler d'elle. Pas d'adieu, pas de communiqué de presse, juste disparu. Les semaines ont passé. Et un matin, j'ai visité le centre de détention. Il avait l'air plus mince, moins soigné, ses cheveux plus gris, le costume échangé contre un uniforme beige de l'État. Mais ce sont ses yeux qui m'ont frappé, pas en colère, pas honteux, vide. Tu es venu te réjouir, a-t-il demandé, la voix rauque. Non. J'ai tiré une chaise, je me suis assis. Le silence a pesé un moment avant qu'il ne le brise. Tu es exactement comme elle, a-t-il chuchoté. Je n'ai pas bronché. C'est la première chose vraie que tu as dite depuis des années. Nous n'avons plus parlé après ça. Plus tard dans la journée, de retour au bureau de l'avocat, j'ai rangé les documents restants. En glissant mon portefeuille dans mon manteau, quelque chose s'est accroché. L'enveloppe bleue, toujours pliée. Maintenant vide. Je l'ai tenue entre mes doigts un moment. Elle avait autrefois porté le poids de tout ce que je ne savais pas. Maintenant, elle ne contenait rien, mais signifiait tout. Je l'ai gardée, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je ne voulais jamais oublier. La vérité n'arrive pas. On se bat pour elle. On la protège. En sortant, le soleil de Houston m'a accueilli, chaud, stable, honnête. Elle ne m'a pas laissé la maison. Elle m'a laissé un foyer.